Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. C'est Arakaï. Non, mais la dernière fois, oui, j'étais un peu planté, mais bon, là, je vais essayer d'assurer. Il a bu que du café, hein, je vous rassure. C'est Arakaï sur, donc je répète, Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec Piquet-Cou, Jean et ma pomme pour une émission intitulée, enfin dont l'intitulé est Ton et demi-ton au pluriel. Avec ce matin 2 invités, un homme de théâtre et une chanteuse de lyrique, de quel soprano? Oui, soprano, on peut dire. Ah non, mais c'est... Oui, soprano. Oui, pourquoi tu te marques? Oui. Parce que je peux aussi des fois être mezzo, mais oui, ouais, soprano. Mezzo, ça devient compliqué pour nos auditeurs. D'où il sort celui-là? Et alors, oui... alors, ce sera soprano aujourd'hui. Ouais. Avec Véric, même. Marc Véric était un... Alors, je ne sais pas s'il est toujours un homme de théâtre, en tout cas. Pareil, qui maintenant, il est un homme de picture. C'est ça, mon Jean? Ouais, absolument. Je préfère m'adresser à Jean, parce que bon... Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Bon. Et donc, on va parler de leur vie d'artiste, à tous les deux, et ensemble, et séparément. Parce que, bon, entre la peinture et le chant, il y a quand même... nouvellement, la peinture pour Jean-Marc. Pour Marc. Pour Marc, oui, j'ai tendance toujours à rajouter. Donc, la chance... Ce n'est que le début. Hein. La chance, il y a Marc dans ce que j'ai dit. Voilà. Déjà, c'est une chose. Et voilà, au lieu de se réjouir, il se plaint. Ouais. C'est quand même terrible. Pour une émission consacrée, comme d'habitude, à l'artiste dans la société, là, c'est 2 artistes. L'artiste, enfin, ou les artistes, puis ils sont en dehors de celle-ci, où ils sont la plupart du temps, je crois. L'artiste et l'engagement politique en toc. Alors là, on pourra dire des choses tout à l'heure là-dessus. L'artiste et la religion, peut-être qu'ils ont une idée de ce que ça veut dire. En tout cas, je crois que pour la plupart de nos confrères, de nos camarades, la religion est une espèce de roue de secours, comme le loto, avec pour une passion développée pour le succès, plus pour le fric que pour le travail. Enfin bon, la plupart des hommes sont comme ça, artistes ou pas. Et l'artiste est l'autorité, et vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité dans cette petite émission de camarades bien sympathiques. Et ben l'autorité, oh la merde! Voilà, pour une émission aussi consacrée à une citation de William Shakespeare oblige, puisqu'on a 2 théâtreux, enfin ex ou nouveau, je ne sais plus comment, je m'embrouille un peu, extrait de Comme il vous plaira, alors en anglais, vous traduisez, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sommes que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouerons plusieurs rôles. Voilà. Là, on est vraiment une bande de plusieurs rôles. Non, mon Jean? Pour ceux qui ont du bol. Hein. Oui, pour ceux qui... Il y en a qui sont limités à 1. Voilà, si c'est le premier rôle, ça va. Vous avez des commentaires sur l'intitulé de cette émission, l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, papapi, papa. On se réserve pour la suite. Bon, bah merci beaucoup pour cet engagement. Prometteur. Sans que ça va être simple. Hein. Bon, moi, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Le merle
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. C'est un racaille. Non, mais la dernière fois, oui, j'étais un peu planté, mais bon, là, je vais essayer d'assurer. Il a bu que du café, hein, je vous rassure. C'est un racaille donc je répète, Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec Piquet-Cou, Jean et ma pomme, pour une émission intitulée, enfin, dont l'intitulé est Ton et demi-ton, au pluriel. Avec ce matin, deux invités, un homme de théâtre et une chanteuse de lyrique, de quel soprano? Oui, soprano, on peut dire. Ah non, mais c'est... Oui, soprano. Oui, pourquoi tu te marques? Oui. Parce que je peux aussi des fois être mezzo, mais oui, Ah ouais, soprano. Mezzo, ça devient compliqué pour nos auditeurs. D'où il sort celui-là? Et alors, oui... Alors ce sera soprano aujourd'hui. Ouais. Avec Lyrique même. Marc Véry, qui était un... Alors, je sais pas s'il est toujours un homme de théâtre, en tout cas. Pareil, qui maintenant, il est un homme de piture. C'est ça, mon Jean? Ouais, Je préfère absolument. m'adresser à Jean, parce que bon... Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Bon. Et donc, on va parler de leur vie d'artiste, à tous les deux, et ensemble, et séparément. Parce que, bon, entre la peinture et le chant, il y a quand même... nouvellement, la peinture pour Jean-Marc. Pour Marc. Pour Marc, oui, j'ai tendance toujours à en rajouter. Donc, la chance... Ce n'est que le début. Hein. La chance, il y a Marc dans ce que j'ai dit. Voilà. Déjà, Mais, bonne chose. Et voilà, au lieu de se réjouir, il se plaint. Ouais. C'est quand même terrible. Pour une émission consacrée, comme d'habitude, à l'artiste dans la société, là, c'est deux artistes. L'artiste, enfin, ou les artistes, puis ils sont en dehors de celle-ci, où ils sont la plupart du temps, je crois. L'artiste et l'engagement politique en toc. Alors là, on pourra dire des choses tout à l'heure là-dessus. L'artiste et la religion, peut-être qu'ils ont une idée de ce que ça veut dire. En tout cas, je crois que pour la plupart de nos confrères ou de nos camarades, la religion est une espèce de roue de secours, comme le loto, avec pour une passion développée pour le succès, plus pour le fric. C'était Georges Brassens, trompette de la renommée. Sur Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, une émission consacrée à deux artistes, l'un qui marche à voile à vapeur, c'est-à-dire qui a été théâtreux et qui va ou qui a déjà commencé son coming out pour devenir un peintre. Et puis, de Marine. Oui, on peut appeler ça comme ça. Un peintre, hein? Ouais, c'est vraiment un coming out, passer du théâtre à la peinture. Oui, ça, oui. Hein. C'est de passer du caca à la merde, quoi, en quelque sorte. Ouais. Pas de peau. Bon. Et puis sa compagne, qui est une chanteuse, mais plutôt avec des... Elle me parlait tout Mais à l'heure. elle avec de la constance. Oui, comme les femmes en général sont plus constantes que les mecs. Elles ont plus de pugnacité. Oui, et bon, mais en même temps, je sais plus quoi dire. Bon, pour raconter tout de suite ma petite salade pour la mini-tube de Momo la Science. Momo la Science étant notre camarade Jean Hissard de la République. Si ça m'écoutait, gauche, mon côté gauche, j'en ai qu'un. Je vous l'apprends. Voilà. Ça concerne ce qui se passe en ce moment, les soi-disant scandales. Je dis bien soi-disant parce que en fait c'est du courant. On commence à être habitué en politique. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris que le camarade invité commençait à réfléchir sérieusement à la suite à donner à son parcours politique concernant les élections. Voilà, c'est une voix gagnée pour nous et une de perdue pour les connards qui nous astiquent depuis je sais pas combien de temps. Alors la dernière connerie en date de nos politiques, c'est celle qui succède à une prostate déficiente dont on nous a abreuvé il y a 3 semaines. Après, c'était le camarade de Dieudonné avec ses bouffonneries antisémites. Et maintenant, c'est à nouveau l'opéré de la zigounette, là, qui se croit président de la République, et il n'y a plus de République, et les présidents qui dirigeaient, ils sont rien, c'est nouveau.
Voilà, il ne va pas nous encourager non plus à continuer à voter, enfin pour ceux qui votent, parce que vous savez qu'ici, dans ce petit... dans ce petit, petite radio, cette petite émission, on est assez réticent pour aller faire les cons dans les lieux où on vote. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Les bureaux de vote. Les bureaux de vote. Voilà. C'est un des fondamentaux de la maison, quand même. Élection, piège à... Voilà. Pour vous donner un peu le point de vue de ceux qui n'en ont aucun sur ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire de nous, enfin dans cette émission en tout cas, pour ricaner avec toutes les turpitudes qu'on entend sur toutes les radios, sur toutes les télévisions et qu'on lit dans tous les journaux, dans tous les quotidiens, les magazines, etc. de notre Don Juan national. J'ai cité Pépère, vous savez, le petit bonhomme en mousse là qui est à l'Élysée en ce moment, et avec cette histoire romantique, mais vraiment à en faire tomber sur le cul, d'une passion pour une jeune actrice sémillante, on peut dire. Je parle sous le regard vraiment très critique de nos camarades de théâtre. On a osé lui poser la question pour savoir s'il la connaissait. Alors, il a laissé un silence pudique sur ça planer après cette question. Bon, on ne sait toujours pas, mais c'est pas grave. On se pensait que, bon, entre le théâtre et le cinéma, il y avait des connivences, mais apparemment non. Enfin, pas avec celle-là, en tout cas. Voilà, alors, notre camarade Jean, notre hussard noir, me regarde d'un air dubitatif. Notre technicienne de régie tourne carrément la tête. Quant à ma droite, nos deux invités chantent des soupirs. On attend toujours ce que tu vas dire. Ouais, après toutes ces circonvolutions qui rappellent assez mon... Quand je pense que tu me reproches d'être elliptique parfois... C'est pour vous dire l'embarras que suscite chez moi cette histoire de cul et de con. Voilà. Donc toutes les gazettes font leur chou gras avec cette histoire d'amour, quand même. On peut choisir de critiquer une histoire d'amour sous prétexte que c'est un président insignifiant d'une république qui n'existe pas plus. Voilà, non, moi je pense que c'est un être humain. Fille toutes les autres considérations comme on m'a abreuvé une camarade assez dure tout ce week-end. Et même ça a dépensé sur le lundi, le mardi matin, dans le métro, que c'était scandaleux, etc., etc. Scandaleux qu'on en parle de cette manière, et scandaleux aussi qu'un responsable politique de ce niveau, mais justement, c'est là que je m'arrête déjà sur le niveau, je n'ai pas retrouvé à quel niveau il était, vraiment, s'il avait été collé du parquet. Et donc, pour prouver à cette camarade que tu avais tout compris, t'en parles... Là, quoi. Hein, j'essaye. Bravo. Parce que je suis pas du tout choqué. Je comprends pas qu'on soit choqué parce que c'est un président de la République qui va faire goûter sa nouille un peu partout. Il a le droit, comme tout le monde. Enfin, merde, qu'est-ce que c'est, surtout quand on voit le cœur des pleureuses, là, tous les politiques qui sont tous compromis dans les trucs pas possibles, ils devraient tous être allés encore en rééducation s'il y en avait encore comme du temps de Mao. Avec des pelles et des pioches. Bon. Alors, moi je prends le parti pris de dire que non, c'est l'amour. Tous les êtres humains ont droit à l'amour, qu'ils soient président, soi-disant président ou pas. Donc, cessez de nous bassiner avec ces conneries-là en prenant des airs scandalisés. Parce que plus vous avez l'air scandalisé, moins on vous croit. C'est simple. Et jusqu'à des gazettes qui disent que des sondages prouvent déjà, ça fait quelques heures qu'on connaît cette histoire, que les gens, ils commencent à se poser vraiment des questions, de plus en plus de questions, pour savoir pourquoi ils votent. Et ils sont cons. Ils votent pas pour que le président aille se jeter en l'air avec une actrice de cinéma, si jolie soit-elle. C'est pas, ça les concerne. C'est de l'ordre de la vie privée, oserais-je dire, sans dire quelque chose de vraiment innovant. Mais oui, c'est de l'ordre de la vie privée, c'est un être humain, encore une fois, comme tout le monde, un peu plus con que tout le monde, mais quand même, et il a le droit, lui aussi, de pouvoir s'envoyer en l'air quand il veut, avec qui il veut. Puis ça sera pas la première, ça sera pas la dernière. C'est quand même une vie privée de pas grand-chose, on va dire. Oui, il a raison d'en profiter, puisqu'il y a des millions de connards qui votent pour lui. Hein? Il a dit le changement.
le changement c'est maintenant, hein, avec un président simple. Ben voilà, vous avez un président simple qui a des désirs sexuels et qui les assume complètement. Bon, Trier-Veller a eu son temps. C'est fini, ma petite Tritri, hein, au placard. Il y a eu Ségolène avant, pareil, au placard. Et puis voilà, et puis après, ça sera une... Là, il aime bien les brunes, les blondes, les rousses et tout ça. Bon, ça changera peut-être pas vraiment. Les coiffures changeront pas, mais bon, les nanas, il y en aura d'autres. Et puis, ça durera jusqu'à... Regardez, tonton, à moitié mort, il était toujours en train de chasser. Et lui, j'avais raconté, s'il y avait une anecdote où c'était cette actrice fabuleuse de cinéma, là. Carole Bouquet. Non. Ah, il l'a poursuivi. Juliette Binoche. Juliette Binoche. Ouais. Qui disait, il y a eu un dîner où pendant que Mitterrand était à moitié mort, il se goinfrait d'ortolan. Il avait de l'huile qui coulait, du jus qui lui coulait sur le menton. Et en mangeant, il bouffait, il dévorait des yeux cette actrice qui était très, très jolie. Mais le mec, il avait aucun... Normalement, on met aussi les yeux sous le linge quand on mange de l'ortolan. Mais bon, admettons. C'est sous les draps. Voilà, bon. Tout ça pour dire que c'est pas vraiment grave. Que s'il y avait effectivement une éthique dans la politique, ça se ferait depuis longtemps. Les mecs, on paye des impôts justement pour qu'ils puissent sortir avec sa mobilette le soir, voilà, pour aller un petit peu se purger. Je pose la question à nos invités, je te pose la question, mon Jean, puis Piquet aussi, hein? Où est le blême là-dedans? Moi, j'en vois pas. Mais le problème pour moi, c'est nous obliger à écouter des informations comme ça. Une heure d'information, on a 3/4 de l'heure, c'est sur ces sujets qui ont vraiment aucune importance, sauf à nous déposséder complètement d'une pensée politique, si tant est qu'on voudrait en avoir une dans ce monde, quoi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi maintenant je n'ai plus aucune raison de voter. Parce que je vais voter pour quoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire finalement? Donc il faut inventer autre chose là. Ben nous sommes là pour ça. En toute modestie. J'ai bien fait de venir. Et qu'est-ce qu'on dit, toi? Moi, ce que j'en dis, c'est que pendant ce temps-là, qu'on nous bassine avec ça, ça permet pas de rendre les gens intelligents, c'est sûr, parce qu'on pourrait passer d'autres choses plus intéressantes. Mais c'est pas l'intérêt, je pense, de nos politiques, que les gens soient plus intelligents. D'accord, c'est une manière de nous dominer un peu plus. Bon ben voilà, j'ai fini mon charabia là. J'espère que vous avez décrypté quelques mots intéressants ou donné quelques pistes pour pouvoir vous alléger l'esprit de toutes ces conneries, quoi. Puis voilà. Et bonne continuation, les mecs. Ce qui m'a plu, moi, dans ce que tu as dit particulièrement, c'est l'idée que l'amour-propre peut le rester un petit moment quand même, tu vois. C'est pas un discours que tu as toujours tenu, donc non, allez, je déconne. Le livre de la semaine en vitrine à la librairie Publico, c'est l'Association internationale des travailleurs avant la guerre civile d'Espagne. Et il y a même un sous-titre dont je vous fais l'économie. Ce serait pas mal quand même de dire à ces éditions du Temps perdu que les titres, plus c'est court, plus c'est efficace. Voilà. L'auteur, c'est François Guinchard. Et alors la publication de ce livre par cette petite maison, les éditions du Temps perdu, qui est basée dans le sud-ouest de la France, les Pyrénées pour ne pas les nommer, est d'une importance capitale pour plusieurs raisons, mon cher Robert, entre autres sa rigueur historique, son analyse idéologique et la présentation d'une documentation organique qui a été très peu publiée jusqu'ici. Voilà. Mais l'essentiel de ce texte réside dans l'énorme contribution qu'il constitue pour notre mémoire. Dieu sait que tu considères ça comme moi comme très important, celle des exploités ES ou des exploités S de tous les temps, celle des travailleuses et travailleurs de sensibilité libertaire qui ont constitué et qui constituent encore l'Association internationale des travailleurs. Voilà, il y aura à la librairie Publico samedi 25 janvier à 16h30, je précise comme toujours que l'entrée est libre, un débat en présence de l'auteur, donc François Guinchard.
l'Association internationale des travailleurs avant la guerre civile d'Espagne. Voilà, c'est mon livre de la semaine. Avant la guerre civile d'Espagne, en Espagne? Oui. D'accord. L'Association internationale des travailleurs, c'est une organisation espagnole. Absolument. Oui, elle a été, Donc moi j'ai un billet qui reprend un article qui était publié dans Bastamag par Bernard Friot. Alors Bernard Friot, c'est un sociologue, économiste qui est connu des fidèles des conférences gesticulées de Franck Lepage, notamment celle sur le travail, avec sa démonstration sur la possibilité de payer nos retraites sans augmentation de la durée de l'activité salariée, et qui renvoie dans ses buts tous ces arguments en toc énoncés par nos politiciens libéraux. Ce spectacle, c'était quelques minutes d'un spectacle réjouissant, chiffres à l'appui. Bernard Friot, qui était maître de conférence à Paris 10, anime l'Institut européen du salariat et l'association Réseau Salariat. C'était ces quelques titres ronflants donc, pour appuyer la pertinence des propositions qu'il fait dans cet article. Donc, il propose de revoir entièrement le fonctionnement du système salarial et des cotisations sociales, copropriété des entreprises, mutualisation des profits et salaire à vie pour tous. Telles sont ses suggestions pour nous sortir du malheur collectif qui nous enferme depuis 30 ans dans la précarisation, le chômage, la marchandisation infinie et l'obsolescence programmée. Il définit le salaire comme un outil anticapitaliste, salaire qui est lié à une qualification à vie, irrévocable et inconditionnelle, que ce soit du poste dans le privé ou de la personne dans la fonction publique. Il défend la majorité économique à 18 ans, le fait de décider ce qui est produit, comment cela est produit, avec quel collectif de travail, la participation à la délibération des caisses gérant l'ensemble des cotisations de ces entreprises et l'attribution automatique d'un premier niveau de qualification à 18 ans et le salaire à vie correspondant. Ces qualifications et salaires pouvant augmenter ensuite au cours de la carrière professionnelle. Son échelle de salaire se situe entre 1 500 et 6 000 euros. Revenu minimal donc qui casse le chantage à l'emploi sous-payé. Quelle forme prendront l'entreprise et l'organisation du travail? Donc l'entreprise regroupe des copropriétaires d'affaires. Tous ont la même voix délibérative sur les décisions à prendre. L'investissement, la production, la hiérarchie à désigner, les embauches et éventuellement les licenciements dans le respect de la loi et de la vigilance syndicale. Notons que le licenciement aura un tout autre sens puisque les personnes gardent leur salaire à vie et leur qualification. Comment seront financés ces salaires à vie? Par la valeur économique produite, le PIB, qui est d'environ 2 000 milliards d'euros. Celui-ci ira à 3 dépenses, 60% pour la cotisation salariale gérée par les caisses versant les salaires à vie, 30% pour l'investissement, dont par exemple 15% pourraient rester au sein des entreprises pour assurer leur autofinancement. Enfin 10% pour la cotisation gratuité qui financera les dépenses de fonctionnement courant des services gratuits à étendre au-delà de la santé et de l'éducation. Et à la question « Un salaire à vie n'est-il pas une ouverture à une France des assistés ?» La réponse est bien évidemment négative. Ce qui nous empêche de travailler, c'est le management capitaliste. Quand on enquête auprès de personnes travaillant dans des conditions peu valorisantes, il en ressort qu'ils aiment leur métier. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est leur emploi, leurs conditions de travail, leurs horaires, leur salaire. Beaucoup de gens font un boulot qu'ils aiment, mais ils se heurtent aux pressions des actionnaires parce que leur activité ne rapporte pas assez. Ils différencient donc la subordination de la hiérarchie, le travail concret qui produit des biens et des services et collectifs. Il nécessite donc une acceptation des règles élaborées en commun. Les responsables hiérarchiques pourraient être élus. Cela n'a rien à voir donc avec la subordination. Voilà, donc c'est un texte qui est peut-être un peu touffu, un peu dense, mais l'idée est surtout d'ouvrir des fenêtres sur une autre vision du salariat et sur la définition du travail. Après, à chacun d'aller farfouiller et d'approfondir ses pistes de réflexion par la lecture possible d'ouvrages de Bernard Friot comme l'enjeu des retraites ou l'enjeu de salaire. Et ça, évidemment, c'est pas quand on nous parle de ce que fait Hollande ou ce que font de Dionnet qu'on nous permet de réfléchir à des choses qui, pour le coup, sont quand même plus importantes. C'est ce qu'évoquait Nathalie tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et puis, l'intox permanente au fait que s'il faut que les entreprises ne peuvent pas être compétitives avec ce qui se passe actuellement au niveau des salaires, etc. Donc, c'est baisser les salaires, c'est encore moins l'emploi, c'est encore plus de chômeurs. Mais tout ça,
il y a une espèce d'intox permanente pour minimiser l'importance des travailleurs, leurs conditions de vie, etc. Complètement. Non, mais c'est vrai qu'en discutant, on s'aperçoit que finalement, c'est vrai que les gens aiment travailler, aiment avoir un travail bien fait, qui sont plutôt consciencieux. Ce que tu racontais sur ce postier qui s'est foutu à l'eau pour récupérer un colis l'année dernière au moment de Noël. Donc en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est toutes ces conditions de travail et la mauvaise impression qu'on garde de soi quand on n'arrive pas à faire correctement son boulot. Oui, tout à fait. Et cet ouvrier postier, mais du privé, et qui travaille pour les PTT, il en est mort, il a laissé une femme et 2 enfants, et personne se mouille pour indemniser ou pour supporter sa famille. Alors le mec quand même se fout à l'eau dans la Seine au mois de janvier pour repêcher un colis qui venait de tomber dans la flotte. C'est vraiment on essaie de trouver des patrons qui se foutent dans la Seine pour aller repêcher un ouvrier qui s'est foutu à l'eau, quoi. Voilà. Et donc cette idée du salaire à vie qui justement évitera de prendre n'importe quel boulot, payer n'importe comment, donc revaloriser effectivement ce que chacun fait, Oui, surtout que le PNB s'est multiplié par je sais pas combien par rapport à ce que. Il faut toujours revenir aussi aux fondamentaux après la dernière guerre, avec les choses de la résistance, là, comme le CNR. Le CNR, oui. La France était ratissée, il n'y avait plus rien. Il y avait le plan Marshall bidon, mais qu'il a fallu rembourser. Et la France arrivait la première année à payer la sécurité sociale alors que les ouvriers n'avaient pas encore cotisé. Et maintenant que tout le monde cotise, ils n'arrivent plus, soi-disant, à gérer la le PIB a dû tripler ou quadrupler depuis. Alors votez les mecs. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. C'est Arracaille. Non, mais la dernière fois, j'étais un peu planté, mais bon, là, je vais essayer d'assurer. Il a bu que du café, je vous rassure. C'est Arracaille, donc je répète, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec Piquet-Cou, Jean et ma pomme, pour une émission intitulée, dont l'intitulé est... C'était François Gilazzaro à la chaîne. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste,
sans Dieu, sans mettre sans pub, accueille avec dans notre studio 2 invités prestigieux, Nathalie. Et Nathalie, attendez que je... Oui, Nathalie Milon, c'est joli Milon, tiens. Oh. Et puis Marc et non Jean-Marc Véry. C'est ça, hein, Marc? Oui, on peut... Bon, on va commencer tout de suite par un extrait d'une pièce de Yasmina Reza, qui va être dite par justement Marc Véry, qui est un théâtre professionnel, et l'autre Piquet-Cou qui ne l'est pas du tout. Eh ben écoute, on va bien, mais je crois d'abord que Marc avait une petite dédicace à faire. Ah oui, une petite dédicace à Pat Dumez, qui est peintre et je crois que vous la connaissez bien, et qui est une fidèle auditrice qui doit écouter en ce moment, et à Hans Weltmann, son ami, et qui ont eu la gentillesse de m'inviter pour participer à une exposition à Dordrecht, là où ils habitent, aux Pays-Bas. Et donc je leur fais un grand coucou, ainsi qu'à Ixtine, une femme peintre avec qui j'ai exposé aussi là-bas. Voilà, merci. Elle est passée. Ah, mais j'espère qu'il y en aura une prochainement en juin. On en profite pour dire à Pat, tu peux nous envoyer des petits liens de temps en temps. Hein. Et tu peux nous envoyer une photo de toi aussi pour voir si tu es toujours aussi une belle rousse comme on t'a connue. Enfin, moins que la dernière fois. On peut en témoigner. Ah ouais. Bon, c'est bien. Voilà, donc effectivement un extrait de Art de Yasmina Reza, une pièce qui date de 1998, mais qui garde, on va dire, toute son actualité, notamment en ce qui concerne l'art contemporain. Alors, on l'avait déjà vu il y a quelques mois, pour ne pas dire années, pour Pierre Bourdieu, l'amour de l'art tenait davantage de l'acquis que de l'inné. Bon, ça paraît assez évident en même temps. Pour Yasmina Reza, ce même amour supporte difficilement d'être contrarié et s'accommode fort mal, en fait, du goût des autres. Ainsi, une simple discussion autour d'un tableau pourtant complètement blanc peut dégénérer, même entre de très vieux et très chers amis. Voilà, mais au fond, et on en parlera peut-être après l'extrait, aimons-nous vraiment l'art dont nous nous entourons? Quelle place prend l'idée que nous voulons que les autres se fassent de nous au moment d'accrocher une œuvre, ou même de l'acheter, pour ceux qui en ont les moyens. Mais écoutons plutôt Marc et Piquet-Cou. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc, avec des liserés blancs. Cher? 200 000. 200 000? Huntington me le reprend à 22. Et qui est-ce? Huntington. Connais pas. Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22? Non, pas la galerie. Lui. Huntington lui-même. Pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui te l'a acheté? Qui l'a acheté, pardon? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors? Tu n'es pas bien, là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes? Et comment s'appelle le... Peintre? Antrios. Il est connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs? Mais mon vieux, c'est le prix, c'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs? J'étais sûre que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs? Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent. Garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible.
Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Voilà, alors Art est édité chez Magnard pour la modique somme de 5 €. C'est un petit bouquin qu'on peut glisser facilement dans la poche. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert Comme fille du calvaire, République. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com après les 3 W de rigueur. Ouais, on voit là, quand même, on peut se gaver pour 5 € un truc qui parle d'une œuvre à 200 000. À 200 000, mais un Antrios quand même, il faut quand même le préciser. Quand même. Ouais. Oui, mais 200 000 francs. Ah oui, ça fait plus que. Ouais, c'est un peu. Ouais. Pourquoi en 98? Oui, c'est ça, c'est 2000, c'est 2000 l'euro. 2002, je crois. 2002 officiellement, mais c'est là que ça a commencé. Je sais pas combien ça fait en euros. 200 000 francs. Ouais. Ça faisait 20 millions de francs anciens. Mais c'est plus comparable, de toute façon. Ça faisait de louis d'or, ça faisait. Et en sesterces. 5 deniers et 36 sesterces. En fait, c'est de la merde. C'est vraiment une merde. Bah oui, il faut dire, blanc avec des liserés blancs. Ça peut être intéressant si on projette ses propres impressions sur la toile. C'est quand même pas un spectateur si tu veux, qui lui est blanc sans liseré blanc. Et qui vaut beaucoup plus. Le liseré quand même déprécie un peu. Oui, le liseré est en baisse ces jours-ci. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por ahí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es arrebatada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por ahí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Voilà, c'est un morceau qui s'appelait El Apparecchido de Victor Hara et avec nous c'était la voix de Nathalie Milon, notre invitée qu'on a pu entendre sur Et vous la verriez, Nathalie, vous ne comprendriez pas vraiment quel rapport il y a Elle entre mesure quoi, 1m95, elle pèse 110 kilos. Ah non. Non, mais quand on la voit, on est vraiment stupéfait, quoi. C'est curieux, les idées encore préconçues sur les artistes, pardon. Oui, non, c'est toujours curieux. On dit toujours, comment une voix peut sortir d'un si petit corps, entre guillemets. Pas si petit quand même, non plus. Oui, enfin bon. Mais quand même, mais ta voix, si on peut dire normale,
quand tu parles, Oui. ça n'a rien à voir avec le chant. Ben, pas tout à fait, ouais, c'est vrai, pas tout à fait. Curieux. Ouais. Alors, comme quoi, bon, là... Ouais, mais enfin bon, l'amplificateur, il est où, Nathalie? Il n'y en a pas. C'était dans une église en plus, donc sans sonorisation. Sans sonorisation. Ah, la vache. Acoustique naturelle. Ah oui, bah c'est pas étonnant en même temps quand on connaît. Voilà, j'ai assisté à des concerts il y avait c'était à l'abbaye de Sénanque, il y avait dans l'église, enfin ou la chapelle, je crois qu'on dit, il y avait justement des moines qui chantaient comme ça, sans a cappella, sans musique, sans même. Quand tu sors là-dedans, t'es mort, quoi. Mort de Ah oui. fatigue. Je sais. Non, camarade, attention, non, Où tu es converti. Robert est sorti mort de fatigue. Faut quand même pas déconner. Non, pas déconner. Je lance un appel à mes camarades anticléricaux pour les rassurer s'ils ont besoin de l'être. Non, ça, oui. Sur Radio Libertaire, donc, ceci explique cela. La voix de l'affirmation anarchiste, la voix, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et sans amplificateur. Si là, il y a quand même un micro, il y a quand même des gars. Bah ouais, mais c'est pas très naturel tout ça. Avec nos invités, justement, Nathalie Milon, que vous venez d'entendre, c'est quand même impressionnant. Pardon. Et son camarade Marc Véry, que vous allez entendre. Et après, elle, c'est d'abord, comme c'est une camarade féminine, oui, ben un camarade féminine, ça serait elle va nous causer, la camarade féminine, de son parcours d'artiste, justement, de ses activités, parce qu'en ce moment, elle chante aussi, elle doit probablement avoir un programme chargé. Donc, on te passe la parole, Nathalie Milon, et oui. on attend tes réponses. D'accord, très bien. Donc, je ne fais pas 110 kilos. Et je ne mesure pas 1m95, mais... oui, donc bon, je suis chanteuse. Professionnelle. Je suis chanteuse professionnelle, oui, c'est mon métier. À la base, chanteuse lyrique. Mais je suis chanteuse d'autres choses aussi, parce que moi j'aime bien faire des choses différentes, pour ne pas être forcément classée. Parce qu'on aime classer les gens, mais bon. Donc moi, je fais de la musique lyrique et aussi de la musique contemporaine et de la musique latino-américaine, là qui est carrément plus populaire, et ainsi que maintenant de l'improvisation, voilà. Et donc, je sais pas. Tu parlais tout à l'heure au bistrot, là, pendant la pause petit déjeuner, de John Cage, oui. dont tu peux que tu peux chanter aussi sur des partitions de John Cage. Tu peux nous expliquer un petit peu, parce que oui. Marc, on a parlé, pardon Marc. Alors bon, je vais dire que déjà une petite précision, c'est que moi je suis non-voyante. Donc les partitions de John Cage ne sont pas des partitions que tout le monde a l'habitude, avec des portées dessinées, pour ceux qui connaissent la musique, mais certaines partitions sont des partitions avec des dessins. Donc, moi, comme je suis non-voyante, on a dû transcrire la partition, c'est-à-dire qu'on l'a dessinée en relief. Et il y a des couleurs sur la partition, donc pour les couleurs, on a mis des codes. Parce qu'on ne pouvait pas évidemment mettre des couleurs en relief. Ça n'aurait pas donné grand-chose. Et cette partition, par exemple, elle s'appelle Aria, elle dure dans les 12 minutes si on la fait en entier. Et donc il y a plusieurs couleurs qui correspondent à des styles de voix que l'on peut choisir au préalablement, on dit plutôt, je sais pas. Voilà. Et par exemple, on choisit une voix folk pour la couleur verte, une voix de bébé pour la couleur jaune, une voix lyrique, une voix orientale. Bon, en fait, c'est au choix. Mais après, tout au long de la partition, quand on retrouve ces couleurs, eh bien, tout de suite, on retrouve ce style. Donc, on passe d'un style à l'autre. Et il y a des dessins soit qui montent, soit qui descendent. Donc, ça veut dire il faut que la voix monte dans l'aigu, que la voix descende. En fait, il n'y a pas de notes. Donc, c'est les dessins qui donnent les indications. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une part pour l'artiste, en fait, qui n'est pas uniquement interprète, finalement, dans cette partition, qui est un petit peu créateur aussi. Et ça, j'aime bien ça. Et aussi utiliser la voix dans des registres différents.
c'est drôlement intéressant en fait. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est possible pour toutes les voix? Parce que là, c'est... je sais pas si... Parce que, déjà, bon, ça doit être très difficile d'être un espèce d'imitateur d'assez comique, là, qui imite nos hommes politiques ou nos stars. Mais en plus d'avoir plusieurs façons de le faire, enfin, donner une sonorité différente, comme tu tentes de nous l'expliquer, là, c'est quand même plus difficile à comprendre. Ouais, c'est du travail, c'est une connaissance. C'est une connaissance des styles aussi. Des styles musicaux. C'est du travail, c'est aussi l'envie de faire des choses, de faire d'autres choses avec sa voix, de pas. Parce que quelquefois, certains chanteurs lyriques, mais bon, maintenant ça évolue, ont pas envie de faire autre chose parce qu'ils ont peur d'abîmer leur voix. Ils pensent que ça va abîmer leur voix, que ça va les déstabiliser. Moi, je suis au contraire dans l'autre sens. Je pense que ça enrichit. Et moi, j'ai justement découvert des choses que je pouvais faire en travaillant ces partitions-là, que je n'avais pas encore découvert. Je pense que j'en ai encore à découvrir. C'est drôlement intéressant. Ouais, c'est bien. Hein. Moi, je lisais récemment, là, je me suis remis à relire Dubuffet, et c'est exactement ce que Dubuffet préconise. Bon, c'est pas le terme exact parce qu'il préconise rien, mais il donne des indications sur la manière ou les choix pour le travail, etc. Et justement, pour la voix, tu sembles correspondre à ce qu'il évoque, tu vois, c'est-à-dire de toujours se remettre en question, d'oublier sa culture, qu'elle soit picturale, qu'elle soit musicale, qu'elle soit d'écriture, tu vois, et de se livrer, si tu veux, un petit peu à l'aventure, quoi, tu vois. Oui. Ouais, je crois que pour la création, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Tout à fait. Mais là, il était question des partitions de John Cage, et tu as parlé tout à l'heure d'improvisation, mais à quoi ça peut ressembler, en fait, dans le chant, l'improvisation? J'en ai aucune idée, pour être tout à fait honnête. Ça parce qu'il a envie de te faire chanter, toi. Pourquoi tu dis ça? L'improvisation, ça se trouve dans l'instant, en fait. Et ça dépend si on improvise tout seul ou si on improvise avec des autres musiciens. Donc, c'est entrer dans, si on est avec un autre musicien, entrer dans ce que l'autre propose par exemple, et être en osmose. C'est pas n'importe quoi en fait. L'improvisation, je dis toujours, des fois on a l'impression que oui, on peut faire n'importe quoi, mais en fait non. Et en plus, je pense que pour improviser, je suis persuadée qu'il faut maîtriser bien son instrument aussi. Ah oui, bien sûr. Je pense que si on ne le maîtrise pas bien, on peut pas bien improviser. Donc, moi, je suis assez neuve dans l'improvisation. Et là, j'ai travaillé avec des gens cette année, et notamment avec une contrebassiste qui s'appelle Joëlle Léandre, qui est une des, comment on dit, pionnières de l'improvisation, et qui a connu John Cage et tout ça, qui a justement sorti la contrebasse de son utilisation classique. Et je trouve ça vraiment super enrichissant artistiquement, en fait. Pour moi, je m'enrichis avec la musique, par exemple, latino-américaine. J'ai l'impression d'enrichir la musique classique que je fais, et inversement. Et puis maintenant, je suis arrivée à un âge où je m'en fous de ce que pensent certaines personnes. Voilà, ma technique je suis un peu contente de ça, c'est bien. Les années aussi. C'est que maintenant, je commence, je m'en fous, quoi. Si quelqu'un n'est pas content, si ça lui plaît pas, surtout dans le lyrique, tant pis. Hein, voilà. Et puis c'est un monde assez particulier. Voilà, alors c'est sûr que peut-être que ça comme je suis un petit peu quelqu'un qui fait plusieurs choses différentes, évidemment, ça plaît pas toujours à tout le monde, mais bon, je peux pas faire autrement, en fait, finalement. Je trouve que c'est une démarche vraiment créative, ça, tu vois. Je pense pas que si on reste toujours dans les clous, qu'on puisse vraiment trouver être heureux de faire de la répétition éternellement la même, quoi, tu vois, comme toutes les répétitions, maintenant.
Non, ça, je crois que c'est pour un artiste, c'est fondateur. Parce que un artiste, il reste dans le confort de la tradition, quelle qu'elle soit, picturale, musicale, d'écriture. C'est terminé pour lui, quoi. Surtout s'il pense, il pense à la vie des autres, en particulier. Tu vois, comme tu viens de le dire, tu n'en as plus rien à foutre. Je pense que c'est à partir du moment où on est libéré de ces espèces de contraintes, tu vois, ou qu'on s'impose, ou que l'extérieur nous impose, qu'on s'assèche complètement. Et vous travaillez tous les deux ensemble sur quelque chose avec Marc, toi et Marc? Oui, on est en train de travailler, vas-y. Oui, avec Marc et aussi avec une pianiste qui s'appelle Sylvie Dunet, mais bon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il faut la citer parce que sans elle, le spectacle n'existerait pas. Donc on a créé un spectacle où on est deux sur scène, donc moi comme chanteuse et Sylvie comme pianiste, et Marc a fait la mise en scène, voilà. Et donc c'est un spectacle qui s'appelle Coquetterie posthume. Et qui, on dit en sous-titre, un univers fantastique autour de la mélodie française. Parce qu'en fait, les morceaux, ce sont des mélodies françaises. Donc, Fauré, Ravel, Debussy, Poulenc, Saint-Saëns. Il y a même un extrait de John Cage aussi, mais voilà. Et donc, et des textes de Théophile Gautier. Donc, en fait, c'est une sorte de récital, mais pas conventionnel parce que on bouge, Sylvie sort de son piano, si on peut dire. On remue sur scène, on parle. Il y a une mise en scène, il y a de l'humour. Et en fait, ça parle de la mort, de l'au-delà, des fantômes, et aussi du plaisir de vivre. Donc voilà, je sais pas ce que Marc peut dire ça, aussi. Surtout profiter de la vie avant qu'il soit trop tard. Et il y a tout un univers comme ça. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de travailler sur ne pas savoir si ce qu'on voit, c'est des personnes vivantes ou des revenantes, des fantômes, ou s'ils sont morts ou pas, etc. Et même elles, sur scène, considèrent que les spectateurs sont pas forcément vivants, ou ils sont peut-être des fantômes aussi, ou peut-être morts, ou pas encore, ou en train. Et donc, de travailler comme ça sur ces ruptures d'univers, est-ce que la réalité est la réalité? Est-ce qu'on est vraiment bien sûr qu'on est l'un en face de l'autre ou pas, etc. Donc, et ça, comme le dit Nathalie, avec un auteur, Théophile Gautier, que moi j'ai un peu redécouvert parce que je ne m'y étais pas vraiment intéressé, et qui écrit vraiment d'une belle façon et d'une façon pleine d'humour. Qu'il faut profiter de la vie et que c'est pas mal aussi de mourir joyeusement, et puis peut-être d'une espèce d'au-delà, soit on regrette, soit on est content de ce qu'on a vécu. Il dit d'ailleurs qu'il ne faut pas vivre trop doucement. La mort est amère à qui vécut trop doucement. Voilà. C'est une des phrases, du spectacle, voilà. Qui est un peu la phrase clé, quoi. Que Sylvie dit par Sylvie, dite par Sylvie. Oh
Voilà, c'était un morceau qui s'appelait Polo de Manuel de Falla, donc c'était toujours Nathalie, cette belle voix là. Nathalie, c'était toi? Oui. Oh non, alors je suis Alors, perdu, là, excusez-moi. Non, mais là, on est passé à 150 kilos, 2,15 m. Je dois dire aussi que le guitariste, parce que quand même, Oui. il faut le nommer, il s'appelle Simon González. C'est un jeune guitariste chilien, avec qui on a enregistré tout le disque. Hein, ce disque qui s'appelle Perspective, et on a 21 morceaux là-dedans, qui en fait c'est que la musique latino-américaine ou espagnole. Et Simon, il y a beaucoup de mélodies qui sont écrites, et il y a d'autres où c'est lui qui a fait des arrangements pour guitare. Voilà, c'est un super musicien, Simon. En ce moment, il est retourné au Chili. Il continue sa carrière. Je pense qu'il va en faire une belle carrière, parce que c'est un super musicien. D'accord. Bien, alors on va continuer notre petite exploration de la vie de deux artistes, se pencher un peu plus cette fois-ci, mais on reviendra aux deux en même temps, à la carrière, à la nouvelle carrière auquel se livre pour un et les pieds, enfin ou l'inverse lié, le camarade Zéry. Ouais, c'est là vraiment faut le faire, et je sais pas s'il s'attend à ce qui va lui arriver, mais bon. Oh non, on lui souhaite le meilleur, hein, mon Jean. Oui, mais bon, tu gardes un pied dans le théâtre quand même avec la mise en scène. Avec la mise en scène, oui. Mais t'as plus envie de monter sur la scène. Voilà, j'ai plus envie de. Jusqu'à maintenant, en fait, je ne sais pas si ça me reprendra un jour, mais je pense que c'est. J'ai plus envie d'être interprète sur scène, donc mais pour moi c'est pas un problème, ce sont des choix d'outils différents. C'est pour ça que en fait avant d'être comédien, j'étais peintre, graphiste, j'ai commencé très vite à faire des expositions quand j'avais 20 ans et à produire des œuvres graphiques essentiellement au crayon. Ensuite, j'ai toujours un peu continué pendant ma carrière de comédien, qui a duré quand même 25 ans, à un peu moins dessiner, mais à dessiner un peu quand même, quoi. Et j'ai senti que quelque chose me manquait, et ce qui manque souvent aux comédiens, en fait, c'est cette idée qu'on est en train de créer aussi, quoi. Et moi, j'ai senti quelque chose qui me manquait de ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'est-ce que je peux prendre comme outil. Alors, dans le théâtre, il n'y a que la mise en scène, et encore, je suis pas persuadé que ce soit quelque chose qui soit du domaine d'une création profonde, parce qu'il faut s'entourer de plein de choses, de plein de gens, de plein de circonstances pour créer une œuvre théâtrale, quoi. Et puis le plus important, c'est quand même le texte qu'on choisit. Shakespeare est plus important de toute façon que n'importe quel metteur en scène, à mon idée, quoi. Oui, il y a des metteurs en scène contemporains qui ont l'air de penser différemment, mais on les citera pas. C'est ce qui fait un peu notre malheur, j'allais dire, dans le monde du théâtre, c'est qu'il y a une confusion. Mais pour moi, le théâtre meurt un peu de ça, quoi. Et parce qu'il y a un problème d'identification ou d'identifiant, je sais pas comment le dire, ou d'identité du metteur en scène par rapport à l'œuvre et à la création elle-même. Et je me suis, moi, pour ma part, je suis revenu à la peinture pour des raisons comme ça. C'est pas vraiment la peinture qui m'intéresse, c'est l'acte de création, peu importe l'outil. Donc maintenant je suis un peu comme Nathalie, je m'en fous qu'on me classe comme quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est de produire des émotions à travers n'importe quel support. Et voilà, c'est la direction que j'ai envie de prendre. Si c'est une mise en scène, c'est une mise en scène. Mais si c'est un tableau, c'est un tableau. Si ça peut être aussi une sculpture. J'ai fait des petites sculptures de laine piquée, cardée. Pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de, voilà, je mets plus ou pas de hiérarchie dans cette boîte à outils là. Ça c'est intéressant. La boîte à outils. Ah ouais.
Non, bien sûr. Je vais encore faire référence à Dubuffet, mais il serait vraiment heureux s'il entendait ça de la part d'un homme de théâtre qui fait pas de différence entre les réjouissances qu'il peut éprouver dans n'importe quel moyen d'expression. Ce qui compte, c'est justement ce que tu dis, de pouvoir créer quelque chose, peu importe les outils, évidemment. Oui, c'est ça. Et j'ai eu une expérience avec un metteur en scène allemand, Georg Maria Pauen, et où on a monté Hamlet en jouant, en apprenant tous les rôles, mais vraiment tous les rôles masculins, féminins. Donc on savait toute la pièce par cœur, chacun des acteurs. On pouvait commencer la pièce là où on voulait. C'était une sorte d'improvisation, mais tellement travaillée que la répétition elle-même devenait le spectacle, en fait. Et pour moi, ça a été peut-être là le moment où c'était le plus exaltant comme comédien, mais c'était... j'ai senti que c'était presque un paroxysme. C'était le moment où je devais faire des choix autres et je ne pouvais plus aller me présenter à une audition normale, lambda, pour monter un Molière, postuler pour un rôle, etc. C'était fini. Il n'y avait plus du tout cette envie-là. C'était complètement pour moi devenu autre chose. Il fallait absolument que je fasse une rupture, quoi. C'était dans les années 2000, donc ça a été important, vraiment important. Et tous les deux, apparemment, vous étiez faits pour travailler ensemble, puisque vous avez, peut-être pas en même temps, mais en fin de compte, vous en êtes arrivés au même point de pas vouloir être dans des schémas, etc., mais d'en sortir. Oui, tout à fait. Donc votre collaboration, ça se passe. Elle est complètement justifiée, ouais. Parce que c'est vrai que il y a intérêt. Il y a une convergence là. Mais on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble quand même. Oui, Marc Hamy a fait plusieurs fois des mises en scène de spectacles. C'était plutôt autour de la musique latino-américaine, des quatuors vocaux. Non, quatuors vocaux il l'avait pas fait, mais quatuors instrumental avec 2 guitaristes. Il avait fait on avait travaillé déjà à ce niveau-là. Lui était metteur en scène. Et si, on a fait aussi un spectacle de cabaret, de marionnettes, où il était ventriloque marionnette. Moi, je chantais un peu, j'avais du texte, voilà. On a fait aussi des choses comme ça, un petit peu. Dans le même esprit, oui, ça. On a collaboré pour... En fait, on était parti du principe que les lieux de spectacle, les théâtres, portent en eux des bribes, des passages des différents comédiens, acteurs, pièces qui sont passés sur scène, et donc il y a des résonances comme ça des lambeaux de dialogue, des lambeaux de pièces et des impressions, et donc par le truchement de la ventriloquie que j'avais appris pour l'occasion, on faisait parler des marionnettes qui, d'un seul coup, les marionnettes étaient capables, elles, d'entendre ces voix-là, des voix des disparus, comme des voix qui se sont tues, comme dit notre ami Ferré, et de les restituer, en fait. Donc, il y a des choses... Et ça, c'est le premier moyen auquel tu as pensé dans les années 2000, quand tu as eu cette espèce de, on va dire, de rupture, en fait, avec le... Oui, comme je suis très, comme beaucoup de comédiens, très un peu fragile, quoi, à se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir si je quitte cette quasi-communauté, est-ce que je fais bien, parce que ça se fait pas tout seul, là j'ai l'air d'être optimiste et convaincu, mais ça c'est une maturation longue, et je me suis dit, tiens, comment faire pour trouver différents canaux pour exprimer vraiment ce que c'est un peu... Oui, c'était un canal possible, la marionnette. Et en plus, ça me déchargeait peut-être... alors là, c'est peut-être de la psychanalyse à 2 francs 6 sous. Tu l'avais créé toi-même, la marionnette? Ouais. Oui, c'était... C'était déjà du dessin.
C'était déjà du dessin, c'était encore du dessin. C'est une marionnette toute simple et qui est vraiment... c'est vraiment intéressant d'ailleurs le comportement qu'on peut avoir avec une marionnette, surtout en ventriloquie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de complètement magique. C'est là que je parlais tout à l'heure de la réalité ou avec une marionnette, on a l'impression que sa vie à elle est complètement indépendante de la vôtre, même si on sait très bien qu'on est en train de la manipuler. Quelque chose se passe vraiment à un niveau très très magique, quoi. Comme quand je peins, il y a des moments où j'ai l'impression que la peinture va plus vite que moi, se met en place, alors que j'ai l'impression de courir un peu après. Je dis, je voulais pas aller par là, et puis non, c'est la volonté de la peinture, c'est d'aller là. Voilà. Oui, c'est ça et pas autre chose. Et si je le fais pas, si je commence à peaufiner pour tirer vers ce que je veux, c'est non. Et c'est foutu, quoi. Il faut que je recommence parce que c'est pas ça. Puis il faut savoir s'arrêter, hein, Robert? La question qui me vient comme ça, qui me reste d'esprit, c'est comment tu fais en tant que metteur en scène pour justement mettre en scène des musiciens. Quand Nathalie parlait de ces deux guitaristes là, comment tu interviens pour parce que on a l'impression qu'une mise en scène, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui fait jouer les comédiens, qui gère tout un spectacle et tout, mais il faut d'abord je pense qu'il faut que tu connaisses vraiment bien la musique, c'est une espèce de culture musicale qui permettent de mettre en scène deux guitaristes, tu vois. On se demande si le fait de penser metteur en scène et deux musiciens sur un plateau, tu vois, comment un metteur en scène intervient. Et je crois que c'est pour moi, il est plus facile de diriger, parce que c'est pas vraiment de la direction. Ce que je fais, c'est que j'accueille les propositions que les musiciens me font sur scène. Je leur propose une situation, ils commencent à faire, et je choisis, je marque des moments qui sont intéressants, etc. En fait, c'est comme je suis comme un régisseur. D'ailleurs, c'est le mot, je crois, en langue allemande ou anglaise, je sais plus. C'est juste mettre en place et bien surveiller de la cohérence de l'ensemble. Et un musicien est vraiment plus facile à diriger, entre guillemets, qu'un comédien, parce qu'un comédien a déjà une expérience de ce qu'il croit être. Alors qu'un musicien, lui, il revendique rien, puisque c'est pas son truc de jouer la comédie. Du coup, il est tout à fait nature et vraiment très, très ouvert. Et ça, c'est assez formidable. Là où ça devient compliqué, c'est quand un musicien essaye de jouer la comédie. Je lui dis non, arrête de jouer, c'est pas la peine. Tu fais juste... tu fais juste ce qui est toi, puis voilà. Alors qu'est-ce que c'est juste ce qui est toi pour un musicien? Lui-même le sait pas. Moi, je le sens. J'ai une émotion particulière parce que je sais que je ressens quand il y a une espèce de vérité, de présence incontestable. C'est presque, à coup sûr, c'est ça, parce que il est présent sans rien faire. Et c'est le fin du fin pour moi de la représentation théâtrale, c'est être là, et c'est non pas faire quelque chose, c'est être là devant les gens. Et moi je suis persuadé qu'on peut tenir 1 heure en ne faisant rien sur scène, simplement en étant là, vraiment. Et une présence, c'est extrêmement fort. Et intéressant. Parce que c'est le spectateur qui travaille de toute façon. C'est pas à nous de lui imposer quelque chose, on doit l'aspirer, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'une présence de quelqu'un, moi qui ne vois pas, je sais quand je suis spectatrice, les gens qui ont de la présence, qui sont là, ça dégage une énergie très forte, quoi. Et pour moi, je sens très bien quelqu'un qui a de la présence, quelqu'un qui n'en a pas sur scène. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est... je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a une espèce d'énergie très forte qui se dégage de la personne. Oui, pour un théâtre classique,
des acteurs qui jouent une pièce, on peut comprendre qu'il y a besoin d'un metteur en scène pour se placer, pour les gestes, pour la voix, etc. Mais 2 guitaristes qui jouent la guitare et sont assis sur une chaise, quelle est l'intervention du metteur en scène là-dedans? Ah ben c'est que je l'ai fait se lever, je l'ai fait... oui. Tu l'as fait bouger. Oui, je l'ai fait bouger. Ouais. Et là, c'est la musique qui t'inspire qu'à tel moment, il doit se lever. Voilà, un mouvement. Ouais. Ah d'accord, c'est là parce que j'étais toujours pas encore. Puis la position, rien que la position sur la scène, elle a une importance. Ouais, bah voilà, une manière de remplir l'espace qui appartient au metteur. Voilà, puis il y a des... Oui, ou au scénographe, il y a des moments, je fais juste pour un trio par exemple une mise en place générale et ça bouge assez peu, sauf là Coquetterie posthume c'est très théâtralisé, donc là il y a du texte, il y a des échanges entre la pianiste qui bouge, qui est Nathalie et parce que moi j'ai assisté donc à des concerts, tout ça, avec 4 musiciens, avec 3, avec 50, et là c'est aussi mis en scène alors. C'est à mon avis pas vraiment une mise en scène, c'est une scénographie générale. Il y a un metteur en scène mais de toute façon les grands orchestres, tous les gens sont placés d'office, puisqu'il y a en classique c'est non, il y a beaucoup de concerts qui n'ont pas du tout de mise en scène. Après, les gens viennent, ils se mettent sur scène, ils jouent. Bon, après il y a des gens qui ont conscience un petit peu, des musiciens qui ont conscience de leur présence, quoi, comment dire, quand on vient sur scène, c'est différent. Il y a quelque chose de différent à être, quoi. C'est pas comme si on allait au marché. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de concerts qui sont juste des concerts où les gens sont là, ils jouent, mais il n'y a pas eu de mise en scène. Hein, Marc? Oui. Mais musicalement aussi, il y a des contraintes parce que il y a certains instruments qui doivent être l'un d'un côté de l'autre pour s'entendre. Il y a des placements de chants, de chanteuses ou de chanteurs qui sont. Il faut faire attention aussi à ça. Donc il y a une petite connaissance musicale à avoir, mais en fait on l'acquiert très vite et il faut pas être musicien soi-même pour pouvoir travailler avec des musiciens. C'est des choses qu'on sent qui sont du domaine des métiers du spectacle, quoi, je dirais. Et alors sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la place à laisser aux spectateurs, ça m'a accroché particulièrement parce que je trouve que la problématique de la peinture est exactement la même. Si on ne laisse aucune place à l'imagination du spectateur, on le perd. Oui, exactement. C'est-à-dire que si la peinture est trop finie, trop léchée, que la proposition, exactement, que la proposition est trop précise, en fait, on perd. Bien sûr. Non, mais c'est la différence entre ce que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais entre ce que c'est la création et puis je sais pas comment on peut le qualifier, mais voilà, la plupart des gens qui montrent des images, ils obéissent à des espèces d'acquis intellectuels, surtout de connaissances de l'histoire de l'art, etc. Ils sont formatés comme ça, et ceux-là, ils sont la plupart du temps chiants. Oui, puis il y a quand une tout angoisse, est fait comme ça, en tout cas. Oui, bien sûr. Il y a une angoisse de déplaire. C'est la plupart. Dès qu'on veut en fait plaire aux autres, c'est mort, quoi. C'est fini. Donc tu vas pas avoir du succès tout de suite. Non, mais Pauvre je m'en contenterai. Pauvre garçon. Justement, les mecs, c'est ça. Moi, je les vois parce que j'en ai fréquenté quand même quelques-uns. Écoute, quand je suis arrivé dans cette cité d'artistes, je vais pour la première fois que j'habitais dans le sud, je pouvais pas y aller, à la FIAC. Bon, je dis quand même, faut que je vois ce truc. Bon, il y a une peinture qui m'a plu, c'était une peinture de Picasso sur du carton ondulé, c'était grand comme ça. Il y avait des immenses tartines, des trucs à ressembler. Bref, mon voisin de palier, tiens l'oreille, t'étais à la FIAC? J'ai dit ouais. Et alors, quelle est la tendance? Je n'ai pas dû lui répondre, je sais pas de quoi tu parles, enfin bon. Mais les mecs, toi, il m'a pas demandé si ça m'avait plu, non, quelle est la tendance? Quelle est la tendance? Il avait des intentions, Oh le mec. Bon, enfin, et c'est ce genre de mec, tu sais, on a fait une exposition collective rue Berrier à l'hôtel de Rothschild. Il avait fait une bouse
50 000 euros. J'étais étonné que ça ne soit pas acheté. On lui avait dit, mais t'es sûr Il a surmonté sa déception depuis, ou il n'est plus ton voisin de palier, peut-être. Ouais, je vais peut-être passer un morceau donc du spectacle Coquetterie posthume, donc un morceau qui s'appelle Colloque sentimental. Donc tu disais que c'était parlé, c'est ça? Oui, c'est un extrait de parler sur de la musique. Ouais, c'est court, c'est un morceau d'1 minute à peu près, c'est ça? Oui, je crois, oui. Oui, parce que c'est un extrait, c'est pas entier. Ah oui, mais j'ai entendu 10 minutes. C'est juste. Voilà, donc là, c'était donc un extrait de ce spectacle, Coquetterie posthume. Bien, on a encore 10 minutes à blablater, alors on va essayer de les essorer, nos deux invités. On va savoir un peu plus. Non. Oui, vous donnez les dates, les lieux, tout ça à la fin, ou vous voulez le faire tout de suite? Non, on peut le faire tout de suite. Alors donc le Coquetterie posthume. Donc en fait, ça a eu pas mal de, on l'a joué, on l'a créé l'année dernière à Bure-sur-Yvette en résidence, et on l'a rejoué en octobre-novembre, et ça a beaucoup plu aux gens. Donc on a donc maintenant décidé de reprendre 6 nouvelles dates en janvier, février, mars. Donc ce sera dès dimanche à 17h. Et alors les dates, c'est 19 janvier, c'est-à-dire dimanche prochain. En février, c'est le 2 et le 16. Et en mars, le 16, le 23 et le 30. Voilà. Et bien sûr, on espère qu'il y en aura d'autres après, ou que peut-être on va nous l'acheter, notre spectacle. Ça, on verra. Mais voilà. Donc, c'est au théâtre Les Rendez-vous d'ailleurs, au 109 rue des Haies, dans le 20e, au métro Maraîcher. Et en fait, il faut réserver auprès de notre compagnie qui s'appelle Sidérurgie Esthétique. Donc, le site, c'est sidérurgie le tiré du 6 esthétique.fr. Là, il y a un mail qu'on reçoit pour réserver, et sinon un téléphone 01 45 39 97 80. Et là, on peut réserver aussi pour le spectacle. Voilà. Et qu'est-ce que je dois donner d'autre? Le prix du spectacle. Ah, le prix. Donc c'est 12 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi, 15 € sinon. Le spectacle dure 1h05. Voilà. Donc on peut avoir une vidéo, un dossier, des photos sur sidérurgie-esthétique.fr à la page Coquetterie posthume. Et sinon, je peux donner aussi mon site à moi, c'est ça, de chanteuse, qui s'appelle Nathalie-Milon, milon.com. Donc là, il y a ce sont des extraits, divers extraits de diverses choses que je fais, des spectacles. Voilà. D'accord. Et Marc? Alors moi, moi j'ai un site pour la peinture qui est Dracarmine, DRAKARMINE .deviantart, comme déviant art tout attaché .com. /galerie en fait. Voilà. Bon, et il y a autre chose? On peut taper Marc Véry, parce qu'on aura aussi mon blogspot qui est dracarmine.blogspot.com aussi. D'accord. Où il y a encore des petites choses qui sont un peu plus mélangées, parce qu'il y a un peu des textes, il y a des petites sculptures, aussi quelques peintures, mais pas trop à jour, mais
il faut que je le refasse. Et Dracarmine, pourquoi ce nom? Alors Dracarmine, c'est très particulier. En fait, c'est un rêve que j'ai fait quand j'avais, 17 ou 18 ans, d'une fille que j'ai rencontrée dans un autobus, et elle m'a dit son nom, et elle m'a dit je m'appelle Dracarmine, et j'ai jamais su d'où ça pouvait venir, et j'ai gardé ce nom-là qui est un nom que je trimballe là depuis mes 17 ans, et je l'utilise parce que c'est quelque chose qui me fait correspondre avec ces mondes-là qui m'intéressent de décrire ou de vivre. Et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, en fait. J'utilise beaucoup de choses de mes rêves, parce que je rêve pas mal. Et j'aime bien utiliser ce qui me reste de mes rêves dans ce que je fais, dans ma peinture, dans mon travail tous les jours. Ouais. Et en dehors d'Internet, on peut voir ton travail. Tu m'avais parlé d'expositions régulières que tu faisais dans un... Oui, donc dans le 14e, là, il y a souvent des expositions qu'on fait dans la rue. Donc c'est le premier dimanche d'octobre tous les ans. Et il y en a une autre, c'est des portes ouvertes aux ateliers d'artistes qui ont lieu plutôt en juin, je crois. Oui, mais au juin, ça change la date chaque année. Et voilà, et puis après ça sera annoncé dès que j'expose dans un autre endroit. Mais tu m'avais pas parlé d'une histoire de carré ou je sais plus de... Non, j'ai rêvé moi aussi peut-être, non? Oui. Non, tu souhaites pas en parler? Non, pour l'instant, c'est pas encore ni engagé, mais j'en parlerai dès que ça sortira. Entendu. Ça sur le blog. Mais bien sûr, Robert. C'est un blog. C'est pas un blog, c'est une encyclopédie. C'est pour surestimer la capacité de mémoire de tous nos auditeurs. Le blog dont on va d'ailleurs donner l'adresse. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on parle sans arrêt du blog. C'est vrai qu'il y a tous les liens et vers leur site internet à chacun et vers celui du spectacle. Le blog de l'émission, donc, c'est Arracaille. J'ai eu un trou. Non, mais j'ai pas été là pendant 3 semaines. Puis c'est peut-être les derniers effets de la Guinness. Je suis allé un peu fort sur la Guinness. Surtout du foie gras en tourte. Arracaille.blogspot.fr. Ouais, t'as les yeux qui sont un peu plus ouverts. http://arracaille.blogspot.fr. Voilà, là vous aurez tous les liens vers les sites ou blogs de nos petits camarades du jour. On vous remercie d'ailleurs, parce que c'était vraiment de nos bonnes émissions. Là, on est contents. Hein, je vous invite séparément, parce que vous en avez tellement raconté. Ah oui, on en a encore qu'on n'a pas dit. Hein. C'est vrai, c'est vachement intéressant. Puis moi, j'aime bien comprendre des choses que je connais pas. Enfin, comprendre, c'est difficile. C'est un peu présomptueux, mais enfin bon. On est sur le chemin de la compréhension. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, c'est un plaisir. Évidemment, vous revoir. On dit ça à tout le monde, mais bon, des fois c'est sincère, des fois ça ne l'est moins. Bravo, on va vous croire. D'accord. Et puis là, c'est à votre libre interprétation. Exactement. Moi, j'ai déjà... Ouais, moi aussi. On va pas dire Dieu reconnaîtra le sien là où on est, mais... Tu ne voulais pas ajouter quelque chose, Louis? Si. Si, pour l'expo Robérol, c'est tout. Ouais, non oui, c'est ça. Il n'y a pas de quota. On sait qu'ici, on est fan de Robérol, donc grâce à ma petite copine Claudine qui nous tient au courant de ce qu'on peut louper. Donc, on peut encore voir quelques tableaux de Robérol à la galerie Claude Bernard dans la rue des Beaux-Arts. Donc, c'est jusqu'au 18 janvier. Une super galerie. Foncez. On a vu le père Bernard, c'était un vieux schnock, un super costard en laine, avec gilet et tout, tu vois, sans le tailleur côté derrière.
Et ce qui est curieux, c'est que c'est quelqu'un d'assez âgé. Il a des panards. Je te dis, tu vois que c'est godasse. Ah bon, moi j'ai rencontré il y a des années, juste au moment où je commençais. Ah ouais? Ouais, il m'avait dit, vous êtes encore un bébé, revenez me voir dans quelques temps. Voilà, je crois que tu peux y aller. C'est lui, il fait. Tu penses que j'aurai le dessus aujourd'hui? Ah ouais, c'est vieillard un peu chenu, tu vois. Moi j'adore. Puis très urbain, tu vois, quand il est passé dans sa galerie, il avait sa réserve derrière. Putain, j'ai retenu Robert. Je le connais. Excusez-moi, monsieur Bernard. Ah, non, j'étais pas à votre sujet. Bon, en plus, sa galerie, elle est mais vachement. Ne mettez pas votre pied aux fesses parce qu'avec les panards que vous savez. Oui, il y avait plein d'étudiants des Beaux-Arts qui étaient là-dessus. C'est juste en face des Beaux-Arts, dans la rue des Beaux-Arts, justement. Et qui venaient faire des cromards, tout ça. Et ça fait plaisir parce que tu vois, tu te dis Robert-Roll, oui, le Robert-Roll, il intéresse des très jeunes gens. Quoi, tu vois. Et le petit père, là, pop. Et il y a des mecs prestigieux qui ont été chez lui. Hein. Ah oui. Il y a Leroy, il y a Marion, justement. Puis depuis très longtemps, il connaît le Robert-Roll. Ouais, c'est intéressant. Et en plus, on peut s'asseoir pour regarder les Ouais, c'est ça, voilà. Tu peux t'asseoir. Il y a plein de lieux où tu peux poser le cul devant les œuvres. Toi, c'est pas sympa. Donc allez-y à la galerie Bernard. Vous avez 4 jours. 4 jours. Encore 4 jours. Ouais. Jusqu'au 18, 18 janvier. Bon, ben, salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.